Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de continuer notre discussion sur les dermatoses bulleuses. Ce qu'on va voir au cours de cette vidéo, c'est une pathologie qu'on appelle le pemphigus. Et le pemphigus, c'est une entité, si on veut dire, qui comporte plusieurs variantes. La plus classique et la plus fréquente, on l'appelle le pemphigus vulgaire, ou aussi appelé en latin pemphigus vulgaris. Dans le pemphigus vulgaire, la lésion de base, elle s'appelle l'acantholie, ce qui va produire par conséquent ce qu'on appelle les cellules acantholytiques. Alors c'est quoi cette acantholyse? C'est quoi ces cellules acantholytiques? Quels sont les autres signes qu'on devrait chercher pour poser le diagnostic de cette pathologie qui est le pemphigus vulgaire? On va essayer de découvrir la réponse sur une série de 3 lames virtuelles. Et on commencera tout d'abord par cette lame qu'on voit ici. On voit très bien la présence de 4 fragments. Et on voit très bien aussi que les 4 ils sont identiques. Ce qui veut dire qu'il s'agit de différents niveaux de coupe d'un même fragment. Donc on va choisir l'un d'entre eux pour agrandir un peu. Et là, on voit qu'on peut un peu identifier un tissu cutané, sauf que l'architecture elle est grossièrement altérée. Alors il y a certains fragments qui persistent et qui permettent d'identifier différentes couches de notre peau. Donc on a ici l'épiderme avec la couche cornéenne à ce niveau. On a un derme qui est marqué par la présence d'un infiltré inflammatoire assez dense. Et puis on voit que le prélèvement était assez superficiel parce qu'on n'a pas emporté du tissu graisseux qui marque notre hypoderme. Alors j'aimerais rester au niveau de cette région de l'épiderme qui est plus ou moins conservée, du moins morphologiquement, pour présenter quelques notions de base qu'on va utiliser pour la compréhension de cette pathologie qui est le pemphigus vulgaire. Alors rappelez-vous que l'épiderme, c'est un épithélium, et qui dit épithélium dira aussi la cohésivité entre les cellules qui le forment. Au niveau de l'épiderme, on a plusieurs couches. On a notamment une couche profonde qui est la couche basale. Puis après, la couche qui suit, c'est la couche des cellules épineuses. Puis après, la couche où on aura l'apparition des granules et des grains qui sont assez foncés au niveau cytoplasmique, ce qu'on voit ici, c'est la couche granuleuse, et puis après on a la couche cornée qui est la couche des cellules mortes. La couche qui va nous intéresser pour le pemphigus vulgaire, c'est la couche épineuse. C'est la couche qui vient juste après la couche basale. Ça, c'est une notion qui est importante et qui aura son importance dans ce qu'on va observer au cours du pemphigus vulgaire. Regardez très bien cette zone de cellules épineuses. C'est des cellules qui sont de grande taille, avec un cytoplasme de forme polygonale, comme ce qu'on voit ici, là aussi ou bien là aussi. Et puis au niveau des espaces entre les cellules, ça veut dire ce qu'on appelle communément les cadres clairs, caractéristiques d'un épithélium malpighin, que ce soit au niveau de la peau ou bien au niveau des muqueuses. Ce cadre clair comporte des processus épineux qui sont tellement fins. Je ne sais pas si on peut les voir sur la vidéo, mais il y a des gens qui les montrent de façon un peu plus nette. Par exemple, au niveau de cette région-là, on voit très bien ces fins prolongements. Et ces prolongements sont là pour assurer la cohésivité entre les cellules. Ce qui se passe en réalité, c'est que des cellules de voisinage, ça veut dire par exemple si on prend un exemple de cette cellule et celle qui est à côté, alors la première va émettre des prolongements épineux qu'elle va échanger avec la deuxième cellule avoisinante. La deuxième elle va faire la même chose et lorsqu'on va se trouver avec deux processus épineux l'un à côté de l'autre, là on aura la mise en place de mécanismes pour assurer la cohésivité entre les cellules. C'est des protéines qui vont un peu serrer les processus épineux, l'un serré contre l'autre. Parmi les multiples protéines qui vont assurer cette fonction de cohésivité, on a ce qu'on appelle les desmosomes. Alors je vous rappelle qu'au cours de la vidéo dans laquelle on avait discuté la pemphigoïde bulleuse, on avait dit qu'au niveau de la couche basale, les cellules basales présentaient une molécule qu'on a appelée l'hémidesmosome, qui lui assurait la jonction entre les cellules de la couche basale et le derme. Ici, pour le pemphigus, et au niveau des processus épineux, on parle de desmosome. Le desmosome, c'est une grande molécule protéique qui comporte plusieurs sous-unités, si on peut dire. Et parmi ceux-ci, on a ce qu'on appelle la desmogléine numéro 3. Chez les malades qui sont atteints de pemphigus vulgaire, au niveau de leur sang, au niveau de leur plasma, on a des anticorps, des auto-anticorps de type IgG qui sont dirigés contre la desmogléine 3.
Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on aura ces anticorps qui vont être acheminés par les capillaires, ce qu'on voit ici au niveau du derme, puis ils vont passer au niveau de ces processus épineux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer cette desmogléine 3 et donc causer une rupture de ce mécanisme de cohésion entre les cellules. La conséquence, ça va être une dégradation et une dyscohésivité des cellules de la couche épineuse, et quand elles vont perdre le contact et la cohésion avec les autres cellules, ça va causer une perte de leur forme et donc passer de la forme polygonale, ce qu'on voit ici, à une forme qui est plutôt arrondie. Le cytoplasme également, il était étendu sur une surface qui était plutôt importante, avait une couleur ou bien une teinte qui était claire. Maintenant, quand il va se trouver rétracté autour du noyau, il va avoir une teinte qui est beaucoup plus foncée. Mais bien sûr, le noyau, il ne va pas changer. Alors ces cellules, on les appelle les corons ou bien les cellules acantholytiques. Ce mécanisme de perte de cohésion des cellules entre elles, on l'appelle l'acantholyse. Regardez le résultat, ça va être quoi? À cause de la désintégration des cellules de la couche épineuse, on aura une libération des cellules qui vont migrer et donc être libérées au niveau d'une lumière qui est en fait la bulle qui va être observée sur le plan clinique. Souvent, la bulle ne va pas persister pour longtemps et on aura une perte de la totalité du toit de la lésion. Et c'est exactement le cas pour ce fragment qu'on avait biopsié. Alors ici, sur le plan clinique, je pense qu'on avait la chance d'emporter la bulle comme elle est, ça veut dire qu'elle était intacte au début, mais on voit très bien que le fragment, le toit qui recouvrait cette lésion, il est à ce niveau. Et donc on pourra déduire, grâce à cette explication de la physiopathologie sur le pemphigus vulgaire, les différents signes qu'on aura à observer. Donc acantholyse avec production des cellules acantholytiques. Et qu'est-ce qui va persister au niveau du plancher de la lésion? Bien sûr qu'on va trouver nos cellules basales, de la couche basale bien sûr, qui sont intactes et qui restent liées au niveau du derme grâce à la lame basale. Pourquoi? Tout simplement parce que les hémidesmosomes qui lient les cellules de la couche basale au derme, elles sont intactes. Ils restent intacts parce que l'anomalie au niveau du pemphigus, c'est les desmosomes et pas l'hémidesmosome. La persistance des cellules de la couche basale attachées au niveau du derme, ça donne un aspect qu'on appelle l'aspect en pierre tombale. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Donc on a toujours la persistance de cette jonction entre la couche basale et le derme. Tout ce qu'on voit ici, c'est les cellules basales qui restent attachées à notre derme. En plus de ça, on a au niveau du derme sous-jacent un infiltrat inflammatoire, parce que c'est une situation auto-immune, un état inflammatoire, et donc on aura essentiellement des éléments mononucléés, notamment des lymphocytes, comme ce qu'on est en train de voir, des plasmocytes, comme la cellule qu'on voit ici, et aussi des éosinos. Alors, les éosinos, c'est important de les trouver, mais malheureusement, sur les exemples que j'ai trouvés, ici, ça veut dire sur la lame virtuelle, c'est un peu difficile de les repérer. J'ai pu repérer une seule cellule qui est là, mais c'est encore douteux, donc je n'ai jugé de la nature de cette cellule que par le caractère granulaire et éosinophile de son cytoplasme. Voilà. Donc, je passe maintenant à un autre exemple sur un deuxième cas, une deuxième lame virtuelle, et là, on voit déjà à ce grossissement qu'on a une perte totale du toit de la lésion. On voit notre derme sur lequel est planté uniquement quelques couches de cellules de l'ancien épiderme. Alors, si je vous montre cette nouvelle lame virtuelle, c'est pour vous montrer un nouveau phénomène qui est décrit dans le cadre du pemphigus vulgaire et qui a toute son importance dans le diagnostic et surtout dans le différentiel avec d'autres dermatoses bulleuses. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe. On voit, comme on l'a déjà remarqué au tout début, qu'il persiste uniquement quelques couches de cellules qui sont attachées au derme, et puis on a tout le toit qui est perdu, avec l'un des critères majeurs pour le diagnostic du pemphigus, c'est la présence de cellules acantholytiques, ce qu'on est en train d'observer à ce niveau, ce qu'on appelle également les corps ronds. Donc on voit très bien le détachement de cellules, elles ont perdu leur aspect polygonal caractéristique de la couche épineuse, et donc elles sont maintenant arrondi avec un cytoplasme qui est foncé. Alors généralement c'est soit un basophile foncé par rapport aux autres cellules ou bien un éosinophile foncé. Donc les deux ils sont possibles. On voit que également on a des sérosités, ce qu'on voit ici, ainsi que de la fibrine. En même temps on a
quelques cellules de grande taille avec un noyau qui est de localisation centrale avec un aspect qui est un peu pycnotique, rétracté, et c'est surtout le cytoplasme qui attire notre attention vu qu'il est d'aspect spongiocytaire. Il est formé de plusieurs vacuoles de nature lipidique vu qu'elles ont un aspect qui est clair et ça rappelle fortement l'aspect de cellules qu'on trouve au niveau des glandes sébacées. Pourquoi est-ce qu'on aura des cellules, des glandes sébacées au niveau de la surface, ça veut dire à l'intérieur de l'ancienne bulle, qui n'existe plus bien sûr parce qu'on n'a plus de toit pour cette lésion. La réponse à la question, elle est simple, vu que l'acantholyse qu'on trouve en surface, elle va s'étendre également vers les follicules pileux. Donc regardez ici, on a un exemple d'une partie d'un follicule pileux à ce niveau, et on voit que l'acantholyse, elle n'intéresse pas que la surface, mais elle est aussi observée au niveau du follicule. Alors quand on aura une désintégration, si on veut dire, des cellules du follicule pileux, et on sait bien sûr que le follicule pileux il est souvent attaché à des structures sébacées, ceci va expliquer une désintégration de toute l'unité folliculo-sébacée, donc ce qui va expliquer la présence des cellules sébacées en surface. Donc regardez au niveau de ce foyer, là aussi on peut bien apprécier le caractère des cellules acantholytiques. Les noyaux, toujours un noyau un peu à caractère vésiculaire assez clair, avec un nucléole qui est bien visible, quoique de petite taille, c'est le même noyau qu'on trouve au niveau des kératinocytes qui gardent encore leur forme, et puis ce qui a changé c'est surtout la forme du cytoplasme devenu maintenant arrondi, et la teinte devenue maintenant beaucoup plus foncée. Donc pour cette clave virtuelle, c'est essentiellement l'extension vers le follicule pileux que je voulais vous montrer. Voilà. Donc on passe maintenant à un autre prélèvement. On va grandir un peu et puis on va voir qu'il s'agit directement d'un tissu qui n'est pas cutané. C'est pas une peau qu'on est en train d'observer. Alors on voit très bien, c'est vrai, un épithélium qui est malpigien à ce niveau, mais l'épithélium malpigien, on ne le trouve pas uniquement au niveau de la peau, on le trouve au niveau des muqueuses aussi, au niveau de la muqueuse buccale, au niveau de l'œsophage, au niveau du vagin, ainsi qu'au niveau d'autres localisations. On voit également un parenchyme salivaire avec des canaux salivaires. C'est une glande qui est majoritairement de type muqueux. On voit également un chorion à ce niveau, fait de fibres de collagène, des fibroblastes. On voit également des fibres musculaires striées, ce qu'on voit ici, un cytoplasme qui est assez abondant, avec des noyaux qui sont localisés en périphérie des cellules. On voit des structures vasculaires, comme à ce niveau, et on voit un infiltrat qui est superficiel, qui est assez dense. Ce qui va attirer notre attention maintenant au niveau du revêtement, c'est la présence d'acantholyse. Regardez comment les cellules font et comment elles se désintègrent à partir de l'épithélium de revêtement. On voit très bien les différentes couches, avec ici la couche basale directement, si on veut dire en continuité avec le chorion qui est sous-jacent, et à ce niveau, on voit très bien que les cellules commencent à se détacher et à changer d'aspect. Elles ne sont plus comme les cellules à ce niveau polygonal et qui montrent nettement la présence d'une cohésivité avec les autres cellules de voisinage. Maintenant, elles n'ont plus de cohésion et elles deviennent bien arrondies. C'est pour ça qu'on les a appelées les corans, c'est les cellules acantholytiques. On les voit ici, on les voit également à ce niveau, également à ce niveau aussi, et donc des cellules à cytoplasme arrondi et beaucoup plus foncées que les cellules qui ont gardé leur forme initiale. Donc c'est un état qui est acantholytique. On voit très bien les cellules acantholytiques à ce niveau, on voit aussi le détachement d'une partie du revêtement, et au niveau du revêtement, c'est là où j'ai trouvé l'exemple qui montre le plus de présence de polynucléaires et eosinophiles. On voit en même temps des lymphocytes, comme par exemple à ce niveau, on voit des plasmocytes avec leur joli espace clair périnucléaire qui correspond à l'appareil de Golgi. On voit également des polynucléaires neutrophiles, mais aussi des polynucléaires éosinophiles. Ces polynucléaires éosinophiles, ils vont entraîner un phénomène au niveau du revêtement qu'on appelle la spongiose éosinophile. Alors on voit cette spongiose par exemple ici, où peut-être aussi un début de l'acantholyse avec
entre les cellules des polynucléaires éosinophiles. On voit un exemple qui est là, un autre qui est là. Si on cherche bien, on va tomber sur d'autres. Par exemple ici, on voit un autre qui est là, un autre qui est là, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un foyer voilà, qui renferme beaucoup plus de polynucléaires éosinophiles. Et donc ça, avec la spongiose, on l'appelle la spongiose éosinophile. Le fragment qui était en haut de cet épithélium de revêtement, il paraît qu'il est sur cette même lame. Alors je vais inverser la lame pour qu'on voit le fragment avec une bonne orientation. Voilà. Et vous observez ici l'épithélium, ou bien le reste de notre épithélium apidien, avec en haut une parakératose, parce que normalement au niveau d'une muqueuse, on ne doit pas avoir une couche cornée, mais là on l'a, avec des noyaux qui sont pycnotiques, mais qui sont toujours retenus, et donc on va appeler ça une parakératose. En même temps, au niveau de l'épithélium, on a une exocytose, ça veut dire un passage d'éléments inflammatoires entre les cellules de l'épithélium, avec la présence bien sûr de polynucléaires éosinophiles, comme ce qu'on est en train d'observer ici. Alors si je descends un peu plus profondément, là je vois de nouveau mes cellules acantholytiques, mes corans, qui sont indispensables pour le diagnostic du pemphigus vulgaire. Donc regardez l'aspect arrondi, bien arrondi des cellules, le caractère aussi dense et plus foncé du cytoplasme par rapport aux cellules qui gardent leur forme polygonale. Donc on les voit ici, des corans ici, des cellules acantholytiques à ce niveau et à ce niveau aussi. Voilà, donc c'était la fin pour les 3 cas qu'on a vus sur des lames virtuelles et on passe rapidement maintenant vers la présentation. Donc, ce qu'on a vu pour cette vidéo, c'est le pemphigus vulgaire. Il reste encore d'autres variantes qu'on va aussi voir sur des prochaines vidéos. Voilà, je vous mets en description les liens pour les lames virtuelles qu'on a observées. Et puis, le pemphigus est une maladie bulleuse, auto-immune, pas seulement de la peau, mais aussi des muqueuses. Le pemphigus vulgaire, c'est la forme la plus fréquente, avec, comme on a expliqué au tout début, la présence d'auto-anticorps de type IgG qui vont être dirigés contre la protéine qu'on a appelée la desmogléine 3, qui fait partie du desmosome. Comme résultat, on aura la production de bulles. Il s'agit bien sûr d'une pathologie ou bien d'une dermatose bulleuse, mais c'est des bulles qui sont flasques et souvent ils sont détruites et on aura rapidement l'élimination du toit de la bulle et donc le plus souvent cliniquement on tombe sur des lésions érosives et donc des érosions. Concernant l'épidémio, ça touche les adultes entre 40 à 6 ans. Le sexe ratio est de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de prédilection pour un sexe particulier. Elle a une fréquence, cette pathologie, un peu plus élevée chez les juifs. Et puis, sur le plan clinique, on va observer des bulles quand elles sont présentes, même si c'est rare, mais c'est des bulles qui sont flasques si on a l'occasion de les observer ou à les palper, et elles sont douloureuses. Mais surtout, on va tomber sur des érosions. Elle touche la peau et la muqueuse avec le signe de Nikolsky qui est positif. Ça veut dire le fait de réaliser un frottement même faible va entraîner le décollement du toit de la bulle et donc par conséquence la visibilité directe du derme qui va avoir un aspect assez rouge. Il y a aussi un autre signe qu'on appelle le signe d'Aspo-Hansen, c'est le fait d'exercer une pression au-dessus de la bulle, ce qui va entraîner un élargissement et un agrandissement du volume total de la bulle. Concernant l'aspect microscopique, comme on a vu, c'est une vésicule intra-épidermique avec une acantholyse, et cette acantholyse, elle est suprabasale, ce qui va expliquer qu'on aura des kératinocytes qui sont arrondis, ce qu'on appelle les cellules acantholytiques au niveau de la cavité de la bulle, et aussi ce qui va persister attaché au derme, c'est les kératinocytes de la couche basale avec un aspect en pierre tombale. C'est parce que les hémidesmosomes qui assurent l'adjonction de ces kératinocytes basaux, ils sont toujours conservés. On aura également observé la spongiose éosinophile, ce qu'on a vu pour le troisième cas, la troisième lame virtuelle, et ça se manifeste par la présence d'un œdème et aussi la présence de PNE dans l'épiderme. L'acantholyse, elle peut s'étendre vers les follicules pileux et au niveau du derme, on aura, ou bien aussi la muqueuse, pardon, on aura l'observation d'un infiltrat inflammatoire périvasculaire mononucléé avec présence de polynucléaires éosinophiles. Rarement, on pourra observer une apoptose des kératinocytes. Les examens complémentaires indispensables pour retenir le diagnostic exact, c'est l'immunofluorescence directe qu'on va tester
ou réalisée sur une peau ou muqueuse périlésionnelle, pas sur la lésion directement, et elle va montrer, comme on le voit sur l'image, des dépôts d'IgG, c'est normal parce qu'on a dit que les auto-anticorps ils sont de type IgG, mais aussi des protéines du complément C3 en intercellulaire. C'est normal parce que c'est des anticorps qui vont s'attaquer à des protéines de jonction entre les cellules, et donc c'est là où on va les trouver en donnant un aspect en grillage de poulailler, ou ce qu'on appelle en anglais le chicken wire pattern. On pourra également faire le dosage des anticorps IgG anti-desmogléine 3 qui vont déjà être positifs et de taux élevés. Le diagnostic différentiel, ça comporte un grand nombre de pathologies. Je vous mets la liste ici pour les diagnostics différentiels qui se posent sur le plan pathologique, ça veut dire sur le plan histologique ou microscopique. Ça inclut la maladie de Grover, l'impétigo bulleux, la maladie de Hailey-Hailey, la maladie de Darrier, l'acanthomme acantholytique ainsi que le dyskératome verruqueux. J'espère avoir la chance pour couvrir toutes ces entités dans des vidéos à part. Donc comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.